Il est avec nous. Il est en studio, en chair et en os, Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois. Monsieur Bérubé, bonjour. Bonjour. Bienvenue. On s'est raté en décembre. Ça arrive. C'était pas l'agenda. Ça arrive. C'est des affaires qui arrivent. Mais je voulais être là. Alors, j'en doute pas. Je suis même là physiquement. Là, pour qu'on puisse... Je pense que c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement. Physiquement, ça se peut-tu? Je pense que On oui. s'est parlé à quelques reprises, mais physiquement... Je pense que oui. Oui. Alors, vous êtes un beau bonhomme, comme sur les photos. Est-ce qu'il faut que je fasse le compliment inverse? Non. Sinon, c'est de la charité. Tu sais, moi, je le fais de bon cœur. Là, j'entends que ça serait comme une obligation. Je le prends. C'est pas pareil. Prenez-le. Matane, sous la neige, présentement? Pas à peu près. Ah oui, hein? Bien que j'ai habité longtemps à Montréal, c'est beaucoup pour Montréal, là, la neige que je voyais sur Saint-Denis tantôt. Là. On a beaucoup de neige à Matane. C'est excellent pour le ski. Et c'est excellent pour les sports d'hiver. Tant mieux. Il y a des bonnes nouvelles là-dedans. Attendez, je vais éteindre mon téléphone. Dis donc, vous aviez réclamé justement là une enquête pour les FA Gauthier. Vous avez vu ça dans la mire de l'UPAC en ça, c'était en 2014. J'ai parlé au ministre des Transports vendredi dernier, M. Bonnardel, qui dit qu'il n'y en aura pas d'enquête sur la Société des traversiers. Vous voulez savoir, 175 millions pour un traversier qui flotte pas, ça pose problème? Ben, notre unique lien là, fluvial vers la Côte-Nord, c'est le FA Gauthier, c'est ce traversier. C'est pas le ministre des Transports qui va décider. Là. Moi, j'interpelle la vérificatrice générale du Québec. Elle peut décider d'enquêter sur ce qu'elle souhaite. Et je pense qu'avec ce qui s'accumule comme information sur les FA Gauthier, il serait pas prématuré de mettre un œil là-dessus, indépendant. Et là, ce qui apparaît ce matin, que l'UPAC s'intéresse aux FA Gauthier, ben c'est un élément de plus qui milite en faveur de plus de transparence. C'est épouvantable. On a engagé beaucoup de fonds là-dedans, plus de 100 millions. J'avais fait une demande d'accès à l'information. J'avais obtenu qu'il y avait des dizaines et des dizaines de problèmes qui nous coûtaient énormément d'argent. On m'a dit que c'était sa garantie. Ça l'est plus maintenant. Ben non. Et le bateau traverse plus. Alors, c'est quoi les conséquences dans la vie? Parce que nous, là, on peut pas comprendre, là. Les conséquences au quotidien, là, Pascal Bérubé, sur les gens qui habitent. C'est épouvantable. Donc, c'est un navire qui fait la traverse entre Matane, Bécomo, puis il y a Godbout, qui est un village à l'est de Bécomo. Traversée d'à peu près 2h15. S'il n'y a pas cette traversée, il faut faire le détour vers Québec, vers le pont, un des deux ponts. Attendez, 2h15? Oui, la traversée. Écoutez, sincèrement, moi, je pensais que c'était une affaire d'une demi-heure. Non. Tu traverses d'un bord à l'autre, c'est réglé. 2h15. Oui, à peu près. Alors, on peut embarquer seul ou avec son véhicule. Et s'il n'y a pas de navire, ben l'alternative, c'est de contourner par Québec, donc 900 km de détour. Si on a à livrer de marchandises, on a un camion, on comprend qu'il y a un problème économique qui est majeur. Donc, ça rend 3 régions vulnérables, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Et c'est pour ça que le seul avantage qu'on a dans cette crise, c'est que ça devient un enjeu national et ça permet de voir que sans un navire comme celui-là, qui n'est pas un navire de croisière, là, c'est un navire qui est essentiel pour notre vie économique, ben on est vraiment là mal foutu. Écoutez, moi, je suis allé en Gaspésie il y a 2 ans, pour la première fois de ma vie. Je me le promettais. Finalement, on est allé faire le tour en famille, puis c'est magnifique, c'est beau, là. Mais il y a un problème de transport. Il y a un problème pour les régions, là, se rendre là. Je veux dire, il y a rien d'agréable. Tu sais, tu fais de la route. Il y a pas de train. Il y a à peu près pas de train. Là, c'est ridicule. Puis il y a une crise des transports là pour la région. Très juste. D'abord, quand juste venir en voiture, l'autoroute 20 se termine à l'île Verte. Donc après, c'est la 132 qui peut être problématique. L'autobus, on a enlevé beaucoup d'arrêts. Donc, le train, maintenant, de nuit, là, il faut nous-mêmes embarquer à Rimouski ou à Montjoly. C'est épouvantable. Là, on voudrait le transsibérien. Ensuite, vol aérien, ça coûte une fortune. Montréal, Montjoly ou Gaspé ou les îles de la Madeleine. Puis après ça, on parle du bateau pour aller vers la Côte-Nord. C'est le même problème. Et l'autre problème de transport, c'est des données. Internet haute vitesse, téléphonie cellulaire. Il y a plusieurs endroits où c'est pas couvert dans ma région. Donc, un pays du tiers-monde. Quelqu'un qui veut s'établir comme travailleur autonome dans un village autour de Matane ou de Montjoly ou d'Amqui, il dit, un des facteurs d'établissement, c'est que j'ai-tu une bonne connexion? J'en ai pas, je vais rester à Montréal ou à Québec, puis je vais rester dans le trafic. Ça, c'est un problème qui est important. Il y a un enjeu de sécurité. Ça pour garder les gens... c'est énorme. En Gaspésie, tu peux pas y arriver. Moi-même, quand j'ai acheté une résidence à Matane, j'étais prêt à m'en aller en milieu plus rural. Et il y avait pas de connexion Internet haute vitesse ni téléphonie cellulaire. Donc, je l'ai pas acheté la maison. Et c'est un enjeu auquel beaucoup de familles sont confrontées. Ça fonctionne pas. Peut-être que Vidéotron va y aller. J'ai identifié 4 compagnies. J'ai écrit à Rogers, Bell, TELUS et Vidéotron. Et les 4 me disent, s'il n'y a pas de subvention, on n'ira pas. Ah oui, hein?
Alors, c'est le même, ça marche. Parce que tu peux pas fournir non plus, là. Tout le monde est en business. Mais il y a comme une absence de réflexion, de plan de match pour les régions, pour la région où vous transport, ça serait vraiment la priorité. Et vraiment. Puis là, t'as via rail, tu peux courir à côté du train puis tu vas plus vite. Tu y vas en vélo, tu vas arriver avant lui. C'est l'enfer, là. C'est long. C'est bien beau, les publicités sont merveilleuses. Tu sais, t'as le goût de prendre le train, le service, ça vaut pas de la merde. Fait que on fait quoi avec les... Comment se fait qu'il n'y a pas eu de plan de match pour revitaliser le bas du fleuve, puis la Côte-Nord, puis la Gaspésie? Pour ce qui est de la Gaspésie, il y a eu le plan de relance de la Gaspésie. Bernard Landry avait annoncé vraiment là, beaucoup d'argent pour structurer une offre touristique puis en emploi, mais l'enjeu des transports n'a pas été suffisamment développé. Dans le gouvernement de Mme Marois, où j'étais, même affaire. On s'était penché sur les investissements dans les aéroports. Ça a été complété récemment par le nouveau gouvernement. Donc, pour s'assurer qu'on est capable d'atterrir, et aussi, il y a eu un sommet aérien du gouvernement libéral en janvier 2018, je crois, et là, on a baissé les tarifs un peu. Alors, on va voir l'impact si ça permet aux gens de voyager au Québec, parce que c'est pas intéressant présentement, venir chez nous avec les coûts. Bien que l'expérience est fabuleuse. Cher, l'expérience est fabuleuse. Mais une fois que tu descends du train, là, ça te prend aussi une espèce de voiture à pointe électrique, puis circuler dans la région, puis tu rembarques dans le train. On dirait qu'il y en a pas. La connexion entre le tourisme, là, l'approche touristique, ou même, je veux dire, le train, là, on a développé le Canada d'un océan à l'autre avec le train, en 1800 quelque, puis on est rendu en 2019. Absolument. C'est déficient. L'offre touristique est très intéressante dans ma région, mais c'est sûr qu'avec le transport, on pourrait faire beaucoup plus. Puis même un promoteur, une fois, m'est arrivé avec un projet qui permettait de quitter sur l'heure du souper à Montréal, vivre une belle expérience, un souper dans le train, dormir dans une cabine et t'arrives le matin en Gaspésie. C'est une super expérience et tu reviens, par exemple, le dimanche ou le lundi. Ça, c'est une expérience fabuleuse. Qui est le genre de choses que bien des gens aimeraient vivre. D'aller en Gaspésie. Il y a des offres sur la table dans ce sens-là. Ça prend des investissements importants, mais c'est une région fabuleuse qu'on a. Et là, c'est l'ancien ministre du Tourisme qui vous parle. On perd beaucoup de monde qui décide d'aller ailleurs. C'est sûr que si vous voulez aller à New York, c'est New York que vous voulez voir. Mais si vous voulez découvrir un endroit de nature, ben ça se peut que ça soit pas si loin que ça de chez vous. Mais attendez, là, New York, là, c'est 6h30, 7h en voiture. Hein? Tu pognes la 15, là, tu descends. C'est une expérience qui est différente, évidemment. Complètement. Mais entre les deux, moi, j'allais à New York, mais j'avais le goût d'aller en Gaspésie. Là, tu vois, c'est 8h, c'est 9h, c'est 10h. Un transport assez rapide. Là, transport, déjà, Montréal-Québec, c'est pas réglé. On n'a pas de TGV. Même pas. Là. On n'a pas de transport rapide. Alors, imaginez... 3h43 Québec, minutes en train. Montjoly, parce que le dernier arrêt là, dans ma région, c'est Montjoly. Après, c'est la Matapésia. On n'est pas là encore. OK, là, vous en allez en caucus, là, si je comprends bien. On s'en va dans les Laurentides à Sainte-Agathe-des-Monts tout à l'heure pour 2 jours en caucus. Parce que là, il paraît que les structures, là, vous voulez simplifier les structures. J'ai lu ça ce matin, ouais. Ouais, moi aussi. C'est pas identifié qui c'est qui parle, là, mais ça a l'air des sources crédibles. Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que c'est vrai? Bon, disons qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas la priorité. Là. On a pris acte du résultat du 1er octobre. Parce que moi, j'en ai pris acte. De 28 à 10 députés. Ouais. Je sais pas qui a eu l'idée là, de tomber de 28 députés à 10 députés, mais c'était pas une bonne idée. Alors... Première constatation. Non, c'était pas une bonne idée. Alors, on prend acte de ça, puis c'est sûr qu'on va changer des choses. Et les structures, c'est un élément parmi d'autres, mais ça, il y a un congrès pour ça, puis c'est pas demain. Alors, je prends acte de l'article que j'ai lu ce matin, mais on m'a pas appelé là-dessus. Puis, disons que c'est pas... Les gens, leurs attentes... Qu'est-ce que vous avez changé, là? Parce que vous avez mangé une méchante râtelée. Ouais, mais... vous et le Parti libéral, là, c'est comme les deux râtelées étonnantes là, qui sont produites le 1er octobre dernier. Le Parti libéral tire ses conclusions. Quelles conclusions vous tirez, vous, de cette râtelée? D'abord, sur l'analyse, je pense que le slogan libéral, c'était faciliter la vie des Québécois. Je pense qu'on a surtout facilité la vie de l'électorat. Non, j'y arrive. Les gens voulaient vraiment mettre les libéraux dehors et ont considéré que la CAQ était une meilleure option. Ils n'avaient jamais gouverné. Ils ont fait une bonne campagne, puis on va voter pour eux. Alors, massivement, dans bien des cas, là, les gens ont dit on vote pour la CAQ, on leur donne une chance. Alors, à partir de ce moment-là, ça fait un vote massif et ça donne le résultat qu'on a là. Donc, on n'est pas apparu comme l'alternative souhaitée à ce moment-là. Pourquoi? C'est dur de rivaliser avec un parti qui a jamais été là, qui arrive, qui est tout frais, avec une nouvelle équipe, avec, je dirais, un positionnement qui est ni fédéraliste, ni indépendantiste, donc un peu entre les deux. Donc, ils ont fait une belle campagne, ils l'ont gagné, ils sont apparus comme le changement. Puis c'est dur de lutter contre ça. On l'a vécu avec le NPD au fédéral. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Pour le reste, incarner le changement, c'est
C'est plus qu'une perception. Les gens le sentent ou le sentent pas, puis on n'est pas apparu comme ça. Aussi simple que ça. Alors, c'est quoi la solution d'avoir... Peut-être que Jean-François Lisée n'était pas la bonne personne pour mener le parti. Je sais pas. Il a mené une bonne campagne. C'est sûr qu'on lui a reproché le débat de TVA. Ouais. La question à Manon Massé, bon, il s'est expliqué là-dessus. Moi, je considère que bien avant ça, au début de la campagne, on sentait déjà qu'il y avait un vent de changement. C'était dur de contrer ça. Sérieusement, là, on se serait parlé pendant la campagne. Je l'aurais pas dit, mais là, je pense qu'on peut le dire. Ça soufflait très fort. Donc, à partir de ce moment-là... ça soufflait très fort, puis vous l'avez constaté de quelle façon? On le sentait parce on sondait, puis parce qu'on rencontrait des gens, puis parce qu'il y avait une réaction très positive au fait que la CAQ était capable de remplacer cette fois-ci le gouvernement libéral, parce qu'elle a fait 2 campagnes avant ça, la CAQ. Et Québec solidaire, on sentait aussi que, bien que son résultat est pas meilleur que le nôtre, là, mais c'est comme si on était sur le bord de la révolution, là. C'est pas fait, là. Ils ont 10 sièges comme nous. Ça vous irrite tellement, là? Pas tant, non. Pas moi. Oh, non, certainement pas moi. Non, mais de voir arriver le phénomène Québec solidaire sans explication, une espèce de buzz où tout le monde se regroupe et un parti qui se dit indépendantiste. Il l'est. Vous le croyez? Oui. Vraiment? Ben, il en parle. Non, là-dessus, il faut être de bon compte. Ils le sont. Mais est-ce que c'est leur priorité? C'est dans leur priorité. Mais en même temps, c'est correct ce qu'ils font. Puis il y a une offre politique qui est variée. Puis c'est pour ça qu'avec un système proportionnel à la prochaine élection, il y en a pour tous les goûts. Alors ça va forcer les partis à préciser leur offre politique. Et dans ce sens-là, c'est correct. Moi, j'ai du respect pour les parlementaires qui sont là. On s'entend sur beaucoup de choses. Mais on s'entend sur beaucoup de choses avec la CAQ aussi. Pas beaucoup que les libéraux. Mais je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a des bons coups qui se font partout, puis travailler davantage ensemble, puis quand c'est nécessaire, poser des questions. Savez-vous quoi, Pascal Birubé? Je pense vous parler de changement. Là, ce qu'on constate là, dans le terme de changement politique, là, c'est l'approche de Véronique Yvon. Ouais. Autant pour le mourir dans la dignité, autant que là où elle a invité Sonia Lebel, la ministre de la Justice. Oui. Ouais, là, mais il y en a d'autres éléments sur lesquels on est capable de travailler. Par exemple, sur la motion sur les Franco-Ontariens, on a amené cette motion-là unanime. Rapport d'impôt unique, on a amené cette motion-là unanime. Ça donne un rapport de force au premier ministre. Moi, ce que j'ai dit quand j'ai vu François Legault rencontrer Justin Trudeau, c'est sur le premier ministre, vous avez un mandat unanime de l'Assemblée nationale, puis on veut que ça fonctionne, puis on est derrière vous. Donc, on y donne un rapport de force. Sur la proportionnelle, il nous manque le Parti libéral. On a quand même beaucoup de monde qui pousse là-dessus. Pourquoi, d'après vous, le Parti libéral ne veut pas de la proportionnelle? Je le sais pas. Non, une hypothèse. Je connais leur argumentaire. Eux, ils disent que les comtés seraient plus grands, ça serait plus difficile de couvrir le territoire. Non, mais les régions perdraient. Selon vous, là. Ça les favorise pas. C'est peut-être l'analyse qu'ils font. Alors, ils vont peut-être se rallier. Parce que ça les favorise pas, parce que les votes sont concentrés dans le même batch. Il y a une ministre qui avait dit une fois, Mme DeSantis, elle avait dit, le système nous va très bien. À peu près dans ces termes-là, fait qu'on ne changera pas. Parfait, c'est compris. Alors, j'espère qu'ils vont se rallier parce que on a tous intérêt, parce que le plus grand groupe d'électeurs à convaincre, là, c'est pas ceux qui votent déjà dans les différents partis, c'est ceux qui votent plus. Puis il y en a beaucoup, il y en a plus que 30%. Donc, est-ce que ça pourrait permettre de convaincre ces gens-là de revenir voter? Tout le monde y gagnerait. Je reviens avec Véronique Yvon. Là, vous cherchez un nouveau chef au Parti québécois. Là, on la voit travailler en collaboration pour le bien commun. Et je pense que ça fait plaisir, ça fait du bien à tous les Québécois, ça. De quelque allégeance politique. On l'avait fait avec Mourir dans la dignité aussi. C'est vrai. Alors, vous comprenez que je suis neutre. Je ne suis pas candidat à la course. Je me suis réessayé. C'est une excellente parlementaire. Vous savez quoi? On en a 10 dans notre caucus sur un total de 10. Mais c'est la chouchou aussi des médias, Véronique Yvon. Là. C'est une excellente parlementaire. OK. Mais c'est quoi votre question? Il n'y en a pas. Est-ce que c'est la fin des bonhommes en politique? Là, on voit François Legault qui est premier ministre, mais là, on a chez vous, là, au Parti québécois, je sais que vous pouvez pas vous prononcer, là, vous êtes chef intérimaire, mais au Parti libéral, on a Marois Risky, on a Dominique Andelade. Il y a comme, une arrivée d'une nouvelle génération, d'une nouvelle démographie pour porter des partis politiques. Ben, je dirais que nous, au Parti québécois, l'exécutif national du parti, c'est déjà
essentiellement presque juste des jeunes. Notre présidente, Gabrielle Lemieux, est relativement jeune. Donc, ça paraît déjà dans nos structures. Dans le caucus, on a élu dans Gaspé Mégane Péribe-Melançon, qui a 26 ou 27 ans, c'est le premier mandat en politique. On a vraiment une équipe diversifiée, puis on a beaucoup de membres jeunes. On fait un 5 à 7, d'ailleurs, là, qui va être plein. Mais je parle pas des membres, là, je parle au niveau décisionnel. Là. Il y a comme un changement de garde. Il y a les structures, il y a les députés, il y a les conseillers qui font pour beaucoup aussi. Alors, quand tu as des conseillers qui sont les dernières personnes à parler aux chefs, aux principaux dirigeants, ça y fait aussi dans le positionnement. Il y a un changement de garde, puis je dirais que les X, la génération X, a vraiment eu un impact important dans la dernière campagne. Je dirais que pour la première fois, là, ça a été vraiment les gens qui ont fait pencher la balance, quoique les boomers ont un impact important, puis c'est eux qui vont le plus voter. Ils sont les plus disciplinés. Pour les plus jeunes, c'est là qu'il y a un travail à faire. Peut-être avec la proportionnelle, peut-être avec des enjeux qui les touchent comme l'environnement. On va être capable de les intéresser davantage. Puis moi, que quelqu'un ait voté, c'est déjà un gain pour la démocratie. Ensuite, c'est notre travail de les inspirer. Si on les inspire, ils vont être intéressés à nous. Et c'est ça notre travail qu'on a à faire. Pourquoi vous regrettez-vous votre décision là, il me semble que ça doit être trippant d'être chef d'un parti politique, puis là, vous passez à côté de l'occasion? C'est pleinement assumé. Lorsqu'on assume l'intérim, on renonce à être candidat et je suis très à l'aise avec cette décision. Mais comment vous êtes arrivé à cette conclusion-là, que vous en voulez pas? Vous voulez même pas vous présenter la binette pour le chef? J'y ai réfléchi quand Pauline Marois a quitté, quand Pierre-Carl Pellado a quitté, puis là, Jean-François Lisée. En fait, la réponse la plus complète, c'est « ça m'intéresse pas ». Député de Matane-Matapédia, moi, je trouve ça déjà très bien. Et c'est le sens du devoir... Ça vous intéresse pas? D'être chef du tout. Ben voyons donc. Ouais, c'est clair. Vous n'entendez pas ça souvent d'un député, hein? Rarement. C'est aussi simple que ça. Ma conjointe et mes amis, ce mode de vie, je l'ai trop vécu près des chefs du Parti québécois, ce que ça implique. Député de Matane-Matapédia, n'importe qui peut vous le dire qui est dans mon entourage. Pour moi, là, c'est énorme. C'est mon plus grand titre de fierté. J'ai remporté, écoutez, on a fait 17% dans la dernière élection. J'ai fait 70% dans mon comté. C'est ma plus grande passion. Moi, je suis heureux là-dedans. Tu sais, souvent des gens disent, moi, je veux être ministre, sinon je m'en vais, ou je me présente pas, ou chef. Moi, j'ai jamais eu ça. C'est facile à vérifier. Là, à chaque fois que je passe mon tour, j'appuie des gens. J'ai appuyé Pierre-Carl Pellado, j'appuie Jean-François Lisée. Là, je suis neutre. Parce que sens de responsabilité. T'as plus de vie quand t'es chef d'un parti? Je pense que oui. Je l'ai vécu comme ministre, hein. Pas longtemps, 18 mois. Mais c'est très exigeant. Et c'est un choix de vie que j'ai fait. Tout simplement. Ça peut paraître... L'avez-vous dit à Yves-François Blanchet? On se parle souvent, Yves-François puis moi. Il a pris sa décision avant de m'en parler. Ah oui? Parce que vous l'auriez quoi? Mais il va être bon, déconseillé? Non, il veut vraiment le faire et il est animé de ce sens des responsabilités. Là, je vais le faire peut-être 2 ans. On ne sait pas encore. On va fixer des échéanciers. Je le fais pleinement, mais moi, je me vois pas au débat des chefs. Avez-vous l'impression que c'est la fin du mouvement indépendantiste? Je suis obligé de vous poser la question. Non, je croirais pas. Parce que, on le voit, là, le premier ministre se rend à la rencontre du premier ministre Trudeau. Puis là, il fait des demandes dans la meilleure circonstance possible, qui est une élection fédérale à venir. Sur le rapport d'impôt unique, Trudeau répond. Il dit, si vous le voulez, parfait, il va en avoir juste un à Ottawa. Il va se faire dire non à chaque fois. Puis là, il dit, je suis déçu. Ben nous, on n'est pas surpris. Alors, il va falloir qu'il arrive à des conclusions éventuellement. Et si c'est pas lui, c'est les Québécois. Alors, jusqu'à maintenant, la présence du gouvernement n'a pas réussi à influencer le Parti libéral du Canada de bouger en faveur du Québec. Notre rapport de force n'est pas assez grand encore. Mais pensez-vous que François Legault est un indépendantiste masqué? Non. On m'a souvent posé la question. Je pense qu'il a renoncé, tout simplement. Je pense que c'est un authentique nationaliste. J'ai aucun doute là-dessus. Pensez-vous que c'est pour ça qu'il est élu, lui? C'est un positionnement qui a permis là, vraiment d'être très populaire, c'est sûr. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'agenda caché. Il y a des gens qui évoquent ça souvent, moi je crois pas à ça. Non, pas d'agenda caché, mais il dit, je vais essayer l'autonomie. Il va pousser au maximum ce qu'on peut faire dans les juridictions actuelles. Il a quand même fait un budget, le budget du Québec. Ah oui, on en a gardé plusieurs copies au bureau. C'est vrai? Oui. On le regarde à l'occasion. Mais il y avait 2 rapports d'impôts dans son budget en passant. Ah oui? Je vais retourner voir ça. Je me souviens de l'entrevue que j'avais fait avec lui. Mais je dirais qu'avec le premier ministre, le nouveau gouvernement, ils sont en mode installation. Donc, on est en mode collaboration. Mais même proposition, on va en faire une demain, de proposition concrète au plan économique. Et quand il va falloir poser des questions, on va le faire. Mais on prend acte aussi que les gens ont envie que ça fonctionne. Puis on veut le mieux pour le Québec. On veut que le gouvernement réussisse. Mais
on a des valeurs différentes à certains égards, puis ça va paraître. Très bien. Annie Soleil, as-tu fait sa sauce spaghetti à mijoteuse ou... Non, elle renonce. Elle fait pas beaucoup de sauce spaghetti. Elle en a fait. Là, elle est en onde ailleurs. On dira pas où, parce qu'on écoute Cube Radio. Oui, merci. Alors, pour la recette, vous m'écrivez sur Facebook. Oui, votre recette, c'est la mijoteuse, hein? Oui. OK, parfait. Merci d'avoir apporté un échantillon. Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois, pas intéressé à la direction du Parti québécois. Intéressé à l'avenir de sa formation politique, mais pas être chef. Pas être chef, je comprends ça, parce que c'est bouffer sa vie. Pas mal. Merci, bonne chance, Pascal Bérubé. Merci. Puis on va suivre le cours des événements au Parti québécois.